Bonjour à tous, bienvenue pour cette grande après-midi consacrée à la maladie de Fabry. Mon nom est Vincent Probst, je travaille au CHU de Nantes, je m'occupe du centre de référence pour la prise en charge des maladies rythmiques héréditaires. Je vais avoir le plaisir de modérer cette session avec Albert Agege, que vous avez déjà eu le plaisir de voir dans la session précédente. Et la session qui va nous occuper tout de suite, c'est une question importante dans ce type de pathologie, c'est quand y penser. Ce qui a été dit juste avant, c'est que c'est une pathologie qu'on ne connaissait pas il y a une dizaine d'années, ou il y a une quinzaine d'années à peu près, qui reste une maladie qui est quand même rare et qui représente, on a dit, 1 à 2% des cas de cardiomyopathie. Donc, ce n'est pas forcément une pathologie sur laquelle qu'on va rencontrer très fréquemment en consultation, qui a des signes particuliers et qui a la particularité de pouvoir bénéficier d'un traitement spécifique, ce sera discuté plus tard. Mais tout ça pour dire que faire le diagnostic et penser au diagnostic va être un élément essentiel et peut-être finalement l'élément le plus essentiel de ce qui va être discuté cet après-midi, puisque si on n'y pense pas, le diagnostic ne pourra pas être fait, les patients ne pourront pas être pris en charge. Donc pour essayer de répondre à cette question, quand y penser, on a la chance d'avoir 3 experts qui vont nous apporter les réponses sur les éléments dont on peut disposer quand on est en face d'un patient avec ce type de pathologie. Et on va tout de suite commencer avec la première présentation qui va être consacrée aux atteintes extracardiaques et les formes syndromiques. Cette présentation étant donnée par le docteur Alain Fouillot de Lyon, qui connaît très bien ces pathologies-là et qui va essayer de nous dire à nous cardiologues quels sont les éléments qui doivent peut-être nous faire particulièrement être attentifs, les questions qu'il faut savoir poser à nos patients pour essayer de détecter les petits signes qui devraient nous amener à évoquer cette pathologie. Merci beaucoup de m'avoir convié à cet après-midi. Je suis donc Alain Fouillot, je suis pédiatre, spécialisé dans la prise en charge des maladies héréditaires du métabolisme à Lyon, dans le centre de référence. Et c'est un grand bonheur avec moi d'être à côté des cardiologues pour pouvoir parler de cette pathologie. Alors, pour introduire le sujet, et vous l'avez dit à différentes reprises, il s'agit d'une maladie rare. Rare, finalement, ça veut dire et ça signifie que peu de médecins vont en faire des diagnostics positifs. Par contre, et c'est une des particularités de la maladie de Fabry, de nombreuses situations auxquelles sont confrontés tous les médecins peuvent évoquer une maladie de Fabry. Et ça, c'est extrêmement important. La transmission, vous en avez dit un mot, ces transmissions liées à l'X, avec cette expression possible chez les femmes, font que dans une famille avec maladie de Fabry, il est important de bien avoir à l'esprit que toutes les générations vont être potentiellement concernées. Et en pratique, toutes les générations sont concernées. Et au sein d'une même génération, plusieurs patients, plusieurs membres de cette génération vont être concernés. Et c'est donc l'importance des antécédents familiaux, ça semble banal de le rappeler, mais l'importance des antécédents familiaux dans la prise en charge du patient peut mettre la puce à l'oreille pour porter ce diagnostic de maladie de Fabry. Il s'agit d'une maladie systémique, sauf dans une situation que l'on définira. Et cette maladie systémique fait, j'ai envie de dire qu'aucun médecin n'est à l'abri de croiser un patient ayant une maladie de Fabry. Puisque vous voyez, nous allons les détailler, que l'atteinte peut concerner les nerfs périphériques, l'œil, la peau, le tube digestif, le cerveau, le rein, le cœur. Et c'est finalement pas si simple que ça que de voir un lien commun entre tous ces appareils. C'est une maladie évolutive. Ça, c'est un élément qui est important puisqu'elle est évolutive selon l'âge du patient. C'est-à-dire que le patient ne va pas présenter, selon son âge, les mêmes manifestations. Il y a des manifestations qui sont plus spécifiques à l'enfant, plus spécifiques à l'adolescent, plus spécifiques à l'âge adulte. Et ces manifestations, elles évoluent également dans leur sévérité. C'est-à-dire qu'une manifestation peut être présente de façon précoce et elle va évoluer sur le plan de la sévérité et sur le plan de son intensité. Et donc c'est l'importance des antécédents personnels, puisque quand on retrace l'histoire de ces patients, on peut avoir des éléments qui nous conduisent à porter ou à évoquer le diagnostic de maladie de Fabry par rapport à des symptômes qui ne sont plus actuellement présents. Sur cette seconde diapositive, des définitions, parce que finalement c'est une maladie d'expression variable et on peut être des fois complètement décontenancé par les différents malades de Fabry que l'on va avoir à côtoyer, que l'on va avoir en face de soi.
La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on appelle cette forme classique. Cette forme classique, finalement, toutes les atteintes que vous allez voir au cours de cet après-midi sont présentes chez un patient avec une expression sévère, ce qui en fait tout le problème de morbidité et de mortalité. Et puis une forme qu'on va appeler non classique, qu'on appelle aussi variant, et qui recouvre différentes réalités. Différentes réalités dans la mesure où ce variant peut avoir toutes les atteintes, mais avec une expression atténuée. On va parler de formes moins sévères et de formes plus tardives. C'est la petite différence entre le late ou le later. Et puis, on a une forme qui est très particulière où on va avoir un organe qui prédomine sur tous les autres. Il est presque tellement prédominant qu'on a l'impression qu'il est isolé. Et effectivement, comme l'a dit Philippe Charon, c'est ce variant cardiaque. Et effectivement, une grande particularité, nous, on peut avoir chez un patient avec maladie de Fabry uniquement des manifestations cardiaques. L'autre expression particulière, c'est cette expression possible chez la femme dans cette maladie liée à l'X. Et pour résumer, j'ai envie de dire expression possible chez la femme selon finalement toutes les mêmes modalités que chez l'homme. Et le point important, c'est qu'il faut s'occuper d'une femme ayant une maladie de Fabry comme on va s'occuper d'un homme. Première atteinte très particulière de la maladie de Fabry, c'est l'atteinte du système nerveux périphérique sous forme de ce qu'on appelle la neuropathie des petites fibres. La neuropathie des petites fibres, le grand symptôme, c'est une symptomatologie douloureuse. Cette symptomatologie douloureuse, elle peut se présenter sous différentes formes. La première forme, qui est vraiment caractéristique de la maladie de Fabry et qui va toucher les patients dès l'enfance, dès l'adolescence, c'est ce qu'on appelle l'acroparesthésie. Ces acroparesthésies se sont décrits comme des brûlures, des picotements de la paume des mains, de la plante des pieds, qui apparaissent souvent avec un facteur déclenchant, l'exercice physique, la chaleur, la fièvre, le froid, le stress, et qui vont déclencher des crises paroxystiques de durée extrêmement variable. On va parler en termes de minutes, d'heures ou de jours. La particularité sémiologique, c'est que ces acroparesthésies vont bien souvent diminuer, voire disparaître à l'âge adulte, pour parfois réapparaître, et c'est une des particularités de cette atteinte de neuropathie des petites fibres. Je vous ai mis sur cette diapositive finalement la description d'un enfant qui est presque un témoignage, parce que je trouve qu'il résume bien les caractéristiques de ces acroparesthésies. Un couple vient consulter avec leur fils de 16 ans car il présente des douleurs vives des deux mains et des deux pieds. Ces douleurs existent depuis environ 10 ans. Vous voyez que ces douleurs ont débuté à l'âge de 6 ans. Elles surviennent par crise, sous forme de brûlures, et sont assez nettement déclenchées par la chaleur, les efforts physiques, le stress. Elles peuvent être accompagnées de fièvre. La survenue d'une telle crise a empêché le jeune garçon de réaliser les épreuves scolaires de fin d'année. Et ça, c'est un élément extrêmement important, c'est l'impact de ces douleurs sur la vie quotidienne des patients qui les ont, que ce soit des enfants, que ce soit des adolescents, ça va perturber complètement leur vie. Et vous voyez que ces douleurs ont quand même attiré l'attention des médecins, puisque de nombreuses consultations et différents examens ont été réalisés, n'ont pas permis d'établir un diagnostic. Et c'est effectivement un élément très important sur la sémiologie et ce qu'on peut trouver sur ces acroparesthésies. Les radiographies, le scanner, l'électroneurommyogramme n'apportent pas de solution car tous ces examens sont normaux. Autre modalité de symptomatologie douloureuse de ces neuropathies des petites fibres, ce sont les crises douloureuses diffuses, pas simplement au niveau des extrémités, plus ou moins accompagnées de fièvre. Et vous voyez que c'est une porte d'entrée pour poser des fois le diagnostic différentiel de fièvre inexpliquée, de maladies de système. Bien souvent, les dossiers historiques de maladies de Fabry chez l'enfant parlaient de rhumatisme articulaire aigu, qui n'existe maintenant de façon exceptionnelle dans notre pays. Mais on peut aussi évoquer des maladies de système, la maladie périodique, comme on le verra tout à l'heure. On peut avoir aussi des douleurs chroniques et permanentes, et ça c'est en particulier les modalités d'expression qui sont très fréquentes à l'âge adulte, avec le phénomène de sensibilisation centrale, ce qui fait que ces douleurs évoluent après pour leur propre compte. Le point sémiologique qui est important, c'est que la seule anomalie à l'examen clinique que l'on peut retrouver, c'est l'existence d'une hypoesthésie à la piqûre, au chaud, au froid, tandis que les réflexes ostéotendineux et l'électroneuromyogramme sont tout à fait normaux. Autre manifestation de la neuropathie des petites fibres, c'est les troubles de la sudation. Dans la grande majorité des cas, les patients avec maladie de Fabry ont des troubles de la sudation sous forme d'une
anomalie de la sudation sous forme d'une hyposudation ou alors d'une absence de sudation. Et vous voyez qu'on va avoir des tableaux décrits d'intolérance à l'effort, d'intolérance à la chaleur, et c'est parfois des portes d'entrée pouvant conduire au diagnostic de maladie de Fabry. Autre élément extrêmement important, ce sont les manifestations gastro-intestinales. Et ça aussi, c'est des manifestations qui apparaissent à partir de l'adolescence, sous forme de signes qui sont franchement très anodins. Douleur abdominale, plus ou moins des ballonnements, alternance diarrhée-constipation, des tableaux exceptionnels de pseudo-obstruction intestinale, excusez-moi. Et vous voyez que finalement, on va avoir un examen clinique normal et on va avoir des explorations échographiques, endoscopiques qui sont également normales, d'où le siège d'une errance diagnostique par rapport à ce trouble-là. Autre atteinte très spécifique de la maladie de Fabry, c'est l'atteinte cutanée sous forme de ce qu'on appelle les angiokeratomes. Ces angiokeratomes qui se présentent comme des angiomes, mais elles ont la particularité d'être palpables, palpuleuses, avec cette couleur rouge violacée comme vous pouvez voir sur les images en bas de la diapositive. Elles ont une localisation caractéristique dans la maladie de Fabry. On parle au niveau du caleçon, fesses, racines des cuisses, organes génitaux. Vraiment, les angiokeratomes qui ont cette particularité, en particulier avec cette localisation, leur présence signe vraiment une forme classique de la maladie. Par contre, leur absence n'élimine pas une forme classique. Il y a d'autres localisations possibles, le tronc, le doigt, les muqueuses, les conjonctives. Ces localisations sont moins caractéristiques et ne sont pas forcément associées à des formes classiques de la maladie de Fabry. Autre atteinte cutanée, c'est un lymphœdème des membres inférieurs. Les patients atteints de maladie de Fabry sont souvent concernés par ces lymphœdèmes des membres inférieurs, en dehors de toute insuffisance cardiaque, en dehors de toute protéinurie massive, et souvent ils ont été confrontés à des tableaux d'érysipèle. Et c'est souvent un élément qu'on retrouve dans les histoires cliniques de patients avec maladie de Fabry, ainsi qu'un autre signe que l'on peut voir qui s'appelle le phénomène de Raynaud. Autre particularité, c'est l'atteinte ophtalmologique sous le fait de la description de ce qu'on appelle une cornée verticillée. Alors la particularité de cette cornée verticillée, c'est qu'elle n'entraîne pas de réduction de l'acuité visuelle. Donc ça ne va pas être un point d'appel du patient qui va venir se plaindre de quelque chose. Par contre, cette cornée verticillée, elle peut être découverte de façon fortuite, chez une jeune fille à l'âge de 14 ans par exemple, ou elle devra être recherchée de façon systématique si on évoque ou si on bilante un patient avec maladie de Fabry. Alors elle est non pathognomonique de la maladie de Fabry, puisqu'on la voit dans l'usage des médicaments comme l'amiodarone ou la chloroquine, mais elle est quand même très évocatrice de la maladie de Fabry, et je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel ophtalmologue qui retiendrait ce diagnostic de cornée verticillée serait conduit à se poser la question de l'existence d'une maladie de Fabry. La maladie de Fabry peut s'exprimer aussi sous forme de cataracte capsulaire postérieure. L'atteinte ORL n'est pas négligeable à prendre en compte dans la maladie de Fabry, que ce soit sous forme d'une hypoacousie qui touche plutôt les fréquences élevées, qui peut être progressive ou parfois s'installer de façon extrêmement brutale, qu'elle soit unilatérale ou bilatérale. Les malades atteints de maladie de Fabry rencontrent souvent aussi des accès aigus de vertige qui sont plus ou moins résolutifs et qui peut être source de handicap assez important. Grande manifestation de la maladie de Fabry, c'est l'atteinte cérébrovasculaire sous forme d'accidents vasculaires cérébraux, en général ischémiques, que ce soit des AVC constitués ou des AIT. La particularité, c'est qu'ils vont survenir chez le sujet jeune. L'âge médian des hommes, 39 ans, des femmes, 45 ans. Ils peuvent survenir en l'absence de toute atteinte rénale et de toute atteinte cardiaque. Ils ont un caractère récidivant dans le territoire vertébro-basilaire en général, et ils peuvent évoluer vers des troubles mnésiques avec un syndrome démentiel, et là aussi, c'est une porte d'entrée de diagnostic de maladie de Fabry. On trouve ensuite des descriptions à l'IRM cérébral qui peuvent évoquer cette pathologie-là. Ça peut être des anomalies de la substance blanche avec des hypersignaux en séquence T2 qui peuvent mimer une pathologie démyélinisante comme la sclérose en plaques. Il y a ce fameux signe du pulvinar qui correspond à un hypersignal des deux thalamiques qui est assez caractéristique de la maladie de Fabry, et également l'aspect du tronc basilaire avec un aspect de dolichoectasie. L'atteinte psychologique n'est peut-être pas un point d'appel qui va conduire au diagnostic de la maladie de Fabry, mais il est important de le noter là parce qu'il est à prendre en considération dans tous les patients dont on a la charge, parce qu'ils sont vraiment sujets à des symptômes anxieux et dépressifs, et c'est très important. L'atteinte rénale, c'est aussi le grand atteint de la maladie de Fabry, puisque la maladie de Fabry, l'évolution progressive se fait vers une insuffisance rénale avec protéinurie. Cette évolution, elle est inéluctable
dans la forme classique de la maladie de Fabry. Après une phase d'hyperfiltration glomérulaire chez l'adolescent ou l'adulte jeune, on va avoir rapidement l'apparition d'une microalbuminurie pathologique qui va progressivement s'accentuer pour donner naissance à une protéinurie et ensuite à une insuffisance rénale terminale. J'ai fait figurer sur cette dernière diapositive un petit peu un résumé de cette présentation. Je vous ai mis en haut à gauche les signes. Si on a ces mots et qu'on retient ces mots dans une observation clinique, il est absolument impossible de ne pas penser à maladie de Fabry. Ce sont les acroparesthésies et d'une façon particulière quand même, la symptomatologie liée à la neuropathie des petites fibres qui n'est pas si fréquente que ça chez les patients non maladie de Fabry. L'angiokératome, bien évidemment, et l'aspect de cornée verticillée. À droite, finalement, toutes les situations où on va avoir grand nombre de symptômes, et c'est dans cette situation où je pense qu'aucun médecin n'est à l'abri de se retrouver confronté à une suspicion de maladie de Fabry, après peut-être avoir fait, bien sûr, les examens habituels qu'on fait pour rechercher une étiologie devant des douleurs abdominales avec une alternance de diarrhée et constipation, une microalbuminurie pathologique, puis une protéinurie, une insuffisance rénale, un accident vasculaire cérébral, des anomalies à l'IRM, une atteinte au RL, des accès de fièvre inexpliqués, une intolérance à l'effort. Et à chaque fois, la prise en considération du caractère récidivant, du caractère parfois résolutif, mais également de l'association bien évidemment de ces symptômes. La découverte d'une protéinure à l'âge de 40 ans et la mise en évidence d'angiokératome à l'examen clinique doit faire bien évidemment évoquer avant tout la maladie de Fabry. L'autre élément très important dans la prise en considération de tout symptôme, c'est qu'il permet effectivement de faire le diagnostic positif, mais il va permettre d'essayer de définir au mieux la maladie. Forme classique, forme non classique, vous verrez au cours de l'après-midi comme il est important de faire cette distinction, non seulement pour le patient index, mais également pour toute sa famille, puisque ça aura des répercussions sur leur prise en charge. Et ça a des répercussions, la prise en charge de toute cette symptomatologie, sur la prise en charge spécifique par le traitement spécifique de la maladie de Fabry, mais prise en charge aussi non spécifique de toutes les atteintes que je vous ai relatées dans mon diaporama. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. J'aurais peut-être tout de suite une... Alors, je rappelle d'abord que vous pouvez poser des questions en ligne. Hein, donc, le but, c'est que cet après-midi soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. On les reprendra et on les posera aux orateurs. Moi, j'aurais peut-être tout de suite une question pour introduire un petit peu la discussion. Nous, en cardiologue, on voit ces patients qui ne viennent pas nous voir pour une maladie de Fabry. Ils viennent nous voir parce qu'il y a une suspicion de cardiopathie hypertrophique. Enfin, c'est assez volontiers ces situations-là. S'il y avait 2 ou 3 éléments, on l'avait déjà un peu dit, mais je pense que c'est important de le répéter, qui seraient peut-être les questions qu'il faudrait systématiquement poser, non pas quand on suspecte une maladie Fabry, mais quand on voit un patient avec une cardiopathie hypertrophique par exemple, ou en cas de suspicion de maladie de Fabry, quels vont être les petits éléments qu'un cardiologue devrait avoir en tête et poser systématiquement la question. Vous avez déjà un petit peu donné la réponse, mais je crois que c'est bien d'y revenir. C'est vrai que vraiment c'est relater l'histoire clinique de ce patient en insistant sur les antécédents de douleur et peut-être les douleurs actuelles. Ça me semble être très 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 important parce que c'est un élément qui est vraiment présent. Dans ce qu'on peut raconter, c'est les manifestations ORL. Je pense qu'elles sont importantes à prendre en compte. On n'en parle pas souvent et puis souvent on ne leur donne pas forcément l'importance qu'elles peuvent avoir, quoique plus banal que d'avoir des fois un vertige. Et je pense que c'est important de la prendre en considération. Et puis après, l'examen clinique, et ben voilà, pas négliger l'examen clinique au niveau cutané, bien évidemment, parce que c'est vraiment ça qui est le principal pourvoyeur d'éléments cliniques très, très évocateurs. Et si on essaye de simplifier encore un peu plus pour les cardiologues, sur ces acroparésies, souvent les patients, ils le racontent comment, ça ? Ils le racontent. Et le vécu des enfants et des adolescents, c'est une adolescence complètement perturbée par ces acroparesthésies. Ce sont des enfants qui vont être décrits comme des tirs au flanc. Vous comprenez qu'ils ont mal au moment du stress, comme cet enfant au moment d'aller passer des examens, au moment de faire une activité physique. Et donc, ils sont vécus comme des enfants qui sont tir au flanc, qui ne veulent pas participer. Et progressivement, et c'est aussi pour ça que l'aspect psychologique est important, ils vont terminer, au bout de tous ces examens qui sont normaux, avec une prise en charge psychologique. Et c'est pour vous montrer vraiment l'intensité de ces choses-là. On ne peut pas passer à côté quand il y a une intensité pareille.
D'accord, donc c'est vraiment cet élément d'acroparésie qui doit être, disons, recherché en priorité. C'est quand même assez spécifique. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut avoir des symptômes un peu identiques et qui ne correspondraient pas à une maladie de Fabry, ou c'est quand même vraiment spécifique? Non, alors pour nous, pédiatres, c'est très spécifique, hein. Il y a peu de pathologies comme ça, et qui sont encore plus rares, qui donnent une neuropathie des petites fibres avec ces manifestations. Alors il y a une question qui vient d'arriver là sur l'iPad clé et qui nous parle des atteintes neurologiques. Et si je peux résumer la question, au fond, c'est vrai que nous, cardiologues, on voit de plus en plus de sujets jeunes qui nous sont envoyés pour des AVC ischémiques cryptogéniques ou AIT cryptogéniques. Ils viennent pas forcément des très gros centres, mais ils viennent de partout en fait. Et on leur fait des tests qui sont, est-ce qu'ils ont un PFO, pas de PFO, est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on fait, voilà, etc., etc. À vrai dire, je ne crois pas qu'on fasse systématiquement du tout, ou même qu'on pense systématiquement à une maladie de Fabry. Est-ce que ces patients-là qui sont, je dis encore une fois, jeunes souvent, est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait au fond? Est-ce qu'il faut aller un peu plus loin? Parce qu'au fond, on se contente souvent de faire quelques tests aux bulles et ils repartent chez eux. Alors, je crois... Et on met un holter implantable, c'est vrai. Alors je crois que je vais me répéter, mais je pense que l'interrogatoire avec les antécédents familiaux sont vraiment, est vraiment un élément extrêmement important, parce qu'on peut récupérer des petites choses qui mettent la puce à l'oreille. L'histoire médicale de ce patient. Après, on est on l'a répété, dans le domaine de maladies rares. Et je pense qu'il n'y aurait peut-être rien de pire, et moi qui suis spécialisé dans les maladies rares, j'ose le dire, que de penser immédiatement à maladies rares. On n'est pas forcément dans une situation d'urgence, donc je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce qui peut être le plus fréquent. Mais par contre, si après, on a le sentiment et on a ce sens clinique parfois de se dire il peut se passer quelque chose. Non, je passe à côté de quelque chose, il faut être encore plus vigilant à ça. Et ça serait dans une deuxième ligne qu'on pourrait rechercher ces éléments-là. Au fond, on pourrait demander aux patients, est-ce que dans la famille, il y a des insurances rénales terminales? Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres AVC? Et des AVC. Et puis de regarder un peu s'il n'y a pas quelques angiochératomes qui sont sur la vous le savez comme moi, une mort subite à 60 ans, des choses comme ça, effectivement. Et ça doit être des choses qui doivent effectivement interroger et pouvoir mettre à l'éveil, tiens, est-ce que ce n'est pas un élément qui pourrait me conduire à aller plus loin que mon bilan habituel? Les angiochératomes, ils restent présents jusqu'à quel âge? Alors les angiochératomes, quand ils sont présents et qu'ils apparaissent, ils ne disparaissent pas. Ils involuent un petit peu, mais ils ne disparaissent pas. Ils ne régressent pas comme les acroparesthésies. Donc vous allez les retrouver tout au long de la vie. Je crois qu'il n'y a plus de questions en ligne. Albert, si tu veux... Eh ben on va passer, il y en a d'autres, mais elles concernent en fait le topo qui va suivre, et donc on va la garder celle-là au chaud, et on va parler avec Fabien Labombarda du CHU de Caen, de l'atteinte cardiaque clinique et de l'électrocardiogramme. Merci Monsieur Adjet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de participer à cette nouvelle masterclass dédiée à la maladie de Fabry. Donc moi je me présente, je suis Fabien Labombarda, cardiologue au CHU de Caen, et je coordonne au CHU de Caen le centre de compétences pour les maladies cardiaques rares ou héréditaires. Et c'est pour ça que je prends en charge des patients atteints de la maladie de Fabry. Alors on enchaîne avec donc de nouveau la maladie de Fabry quand y penser avec l'atteinte clinique cardiaque et quelques données concernant l'électrocardiogramme. Alors comme ça a été dit en introduction par Philippe Charon, l'atteinte cardiaque, c'est l'atteinte d'organes la plus fréquente dans la maladie de Fabry et assez loin devant les autres atteintes d'organes majeurs que sont le rein ou le cerveau. Cette atteinte cardiaque, elle est complète, complexe. Toutes les structures du cœur vont être touchées par cette accumulation progressive et ces dépôts de glycosphingoליpides. Ces glycosphingoליpides qui ne sont pas dégradés par l'enzyme déficiente, l'alpha-galactosidase. On va avoir une atteinte microvasculaire avec une dysfonction endothéliale, des anomalies de la réserve coronaire. Ensuite, il y aura une atteinte structurelle et fonctionnelle avec l'atteinte cardinale cardiaque dans la maladie de Fabry qui est l'hypertrophie ventriculaire gauche et l'évolution à un stade plus avancé vers la fibrose myocardique. Et puis une atteinte électrique, l'atteinte électrique qui est vraiment au premier plan dans la maladie de Fabry, qui va être responsable d'une mortalité importante, d'une morbidité importante. Et en fait, avec la maladie de Fabry, on va réviser un peu toutes les anomalies de l'électrocardiogramme. Il va y avoir des troubles de la conduction
des troubles du rythme supraventriculaire ou des troubles du rythme ventriculaire, et puis dans la forme extrême des morts subites d'origine rythmique. Donc cette atteinte électrique, elle est aggravée par l'atteinte structurelle et en particulier la fibrose myocardique et puis les anomalies microvasculaires. Avec toutes ces atteintes de toutes les structures cardiaques, eh bien, il va y avoir des symptômes cardiaques. Ces symptômes n'ont absolument rien de spécifique à la maladie de Fabry, et c'est les symptômes qu'on retrouve classiquement en cardiologie, avec des douleurs thoraciques angineuses, de l'essoufflement, et puis des manifestations liées à ces troubles du rythme ou aux troubles de la conduction, les syncopes, les palpitations et la mort subite. La maladie de Fabry, c'est une maladie qui évolue progressivement, et il va y avoir une période où les dépôts de GB3, des dépôts de sphingolipides, vont s'accumuler alors que la maladie ne s'exprimera pas. Et puis ensuite, on va avoir une première expression. Alors pour ce qui est de l'atteinte cardiaque, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche, et puis ensuite la dysfonction cardiaque et la fibrose, et la dysfonction d'organes, lorsque la maladie évolue. Pour ce qui est des manifestations cliniques, ça suit à peu près la même courbe d'aggravation de la maladie. On va avoir cette période de latence au cours de la vie, donc, où il n'y aura pas de manifestations cardiaques, c'est à peu près les 2-3 premières décennies. Ensuite, donc, on voit sur la courbe de droite que les premiers symptômes vont apparaître chez les hommes vers l'âge de 30 ans, entre 20 et 30 ans, et avec un petit décalage pour les femmes, les symptômes peuvent apparaître 10 à 15 ans après. Et puis on peut avoir donc des formes un peu plus tardives, notamment pour le variant cardiaque, où les symptômes peuvent apparaître après l'âge de 30 ans. Ces symptômes, eh bien, ils ont été rappelés dans un des grands registres internationaux sur la maladie de Fabry. On voit ici donc en noir les symptômes chez les hommes et en blanc chez les femmes, que 90% des hommes vont avoir des symptômes cardiaques en cas de maladie de Fabry. Un autre symptôme fréquent est donc la dyspnée, presque 60%, et puis quasiment la moitié des patients ont des douleurs angineuses, et un peu plus de la moitié vont avoir des palpitations. Alors la dyspnée, elle est d'origine multifactorielle. Elle concerne 60% des patients qui présentent une hypertrophie ventriculaire gauche. Cette dyspnée, elle est liée donc à la dysfonction diastolique initiale, puis à la dysfonction systolique lorsque la cardiomyopathie évolue. Elle peut également être liée à une atteinte valvulaire. Alors classiquement, dans la maladie de Fabry, l'atteinte valvulaire est responsable de fuites qui n'ont pas de retentissement clinique, mais il peut y avoir chez certains patients d'authentiques valvulopathies qu'on va devoir traiter chirurgicalement. L'essoufflement peut être aussi aggravé ou favorisé par l'atteinte rythmique avec l'insuffisance chronotrope, les asynchronismes liés aux troubles conductifs intraventriculaires et les arythmies supraventriculaires. Et enfin, donc, les anomalies de la microcirculation peuvent aussi participer à l'essoufflement en aggravant la dysfonction diastolique ou la fonction systolique. Les douleurs thoraciques, eh bien 50% des patients avec hypertrophie vont présenter des douleurs thoraciques, et au début on pensait que ces douleurs étaient liées à une fréquence accrue d'anomalies coronaires chez les patients avec Fabry. On pensait que donc les dépôts de glycosphingolipides étaient responsables de coronaropathie, et en fait non, les patients ont la même fréquence que dans la population générale. Il n'y a pas plus de coronaropathie. Par contre, les apports en oxygène pour le myocarde sont diminués du fait d'une baisse de la densité capillaire, des anomalies de la microcirculation, d'une dysfonction endothéliale, d'une compression des couches sous-endocardiques du fait de l'hypertrophie ventriculaire gauche et d'une baisse de la réserve coronaire. Alors, ces apports sont diminués et les besoins en oxygène sont augmentés avec l'augmentation de la masse ventriculaire gauche. Les palpitations sont également fréquentes, elles vont concerner plus de 50% des hommes qui présentent une hypertrophie ventriculaire gauche. C'est principalement des palpitations en rapport avec des arythmies supraventriculaires, comme on peut le voir sur cet enregistrement Holter, où on voit des accès de fibrillation auriculaire paroxystique. Il peut y avoir des arythmies alors que les patients n'ont pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, et ça c'est notamment le cas chez les femmes. On sait que les femmes peuvent avoir des atteintes cardiaques évoluées sans passer par la phase
hypertrophique. L'arythmie la plus fréquente, c'est la fibrillation auriculaire. Elle concerne jusqu'à 40% des hommes, avec surtout donc une FA qui sera très fréquente chez les hommes de plus de 50 ans. Il y a aussi des arythmies ventriculaires, même si on a encore beaucoup de choses à comprendre et pour la survenue des tachycardies ventriculaires dans la maladie de Fabry. Dans cette étude qui a compilé toutes les arythmies, toutes les études où étaient signalées des arythmies ventriculaires, eh bien, ce qui est rapporté, c'est que jusqu'à 15% des patients vont faire de la tachycardie ventriculaire soutenue, que la mort subite rythmique concerne est une des premières causes de décès chez ces patients, et que les facteurs associés à la survenue de tachycardie ventriculaire sont le fait d'être un homme de plus de 40 ans avec une hypertrophie ventriculaire et du rehaussement tardif à l'IRM, et chez qui on aurait documenté des arythmies ventriculaires soutenues ou non soutenues. Il peut y avoir des lipothymies ou des syncopes. Ça a été rapporté chez 2,5% des femmes ou 5% des hommes. Alors ces syncopes ou lipothymies sont en rapport avec des troubles conductifs, des pauses, comme on le voit donc sur l'image de gauche, des pauses qui ont été enregistrées par un holter implantable, ou ces syncopes peuvent être en rapport avec des troubles conductifs de haut degré ou de la dysfonction sinusale. Et sur le schéma de droite, donc à partir d'une étude réalisée à la Pitié-Salpêtrière, sur 48 patients qui ont été suivis en moyenne pendant 8 ans, il y en a à peu près presque 15% qui ont développé des troubles conductifs ayant conduit à l'implantation d'un pacemaker. Alors donc là, on a vu que l'atteinte électrique était importante, et on va passer maintenant à l'intérêt de l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme qui, à mon sens, est vraiment un outil très intéressant dans le bilan des CMH et dans le bilan de la maladie de Fabry. C'est intéressant parce que c'est un outil simple, utilisable en consultation, en complément de l'échographie et de l'examen clinique. Et puis en fait, dans la maladie de Fabry, il a montré son intérêt à plusieurs niveaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de classer l'évolution, le stade de l'atteinte cardiaque. Il y a quelques données pour dire que ça nous aide pour évaluer la réponse au traitement ou pour prédire la réponse au traitement, et c'est une aide au diagnostic étiologique, notamment donc en cas d'HVG, il y a des signes à l'électro qui pourront nous mettre sur des pistes étiologiques et nous orienter vers le diagnostic de maladie de Fabry. Donc sur cet électro qui est sur l'écran, on voit donc un tracé en fibrillation auriculaire, des vecteurs de forte amplitude, et ça dans la maladie de Fabry, il y a une hypertrophie cardiomyocytaire importante, et on va avoir des vecteurs très amples, et donc un bloc de branche droit avec un QRS large, et on peut tout de suite, en faisant l'électro, imaginer une atteinte cardiaque assez évoluée. Je vous ai mis l'échographie en bas à gauche. Alors les troubles électriques, ils sont comme le reste des atteintes d'organes, ils évoluent progressivement avec l'aggravation de la maladie et des dépôts. On a tout d'abord une première phase où on va avoir une accumulation du GB3 dans le tissu périnodal. Le GB3, il a des propriétés électrophysiologiques propres, il accélère les vitesses de conduction, il augmente les périodes réfractaires, et il est responsable d'une instabilité électrique. Alors, au cours de cette première phase, on va avoir donc des signes qui sont en faveur d'une atteinte précoce, débutante, comme l'intervalle PQ court ou le QRS fin, et ça c'est lié à l'accélération des vitesses de conduction. Et il y a également la bradycardie qui a été décrite dans cette période débutante d'atteinte cardiaque. Ensuite, les troubles électriques vont s'aggraver. Ils vont s'aggraver avec l'accumulation du GB3 qui entraîne une cascade métabolique défavorable, des phénomènes d'apoptose, de fibrose et une dégénérescence accélérée du tissu de conduction. Et on va assister donc à l'apparition des troubles conductifs comme de la dysfonction sinusale, de l'insuffisance chronotrope, des troubles conductifs atrioventriculaires, un élargissement des QRS et la survenue d'arythmies supraventriculaires ou ventriculaires. Alors ici, c'est l'électrocardiogramme d'une jeune patiente qui a une échographie strictement normale, mais on voit sur cet électro cette bradycardie
à la fois sinusal et alternant aussi avec un rythme du sinus coronaire, et un électro qui n'est pas strictement normal si on regarde les QRS. Un des signes précoces, donc c'est l'intervalle PQ court, ça a été rapporté dans ce travail de l'équipe de Namdar, qui est une équipe référente pour l'analyse de l'électro dans la maladie de Fabry. Et dans ce même travail, il rapportait les QRS qui étaient fins. Ensuite, avec l'évolution de la pathologie, bien, les troubles conductifs vont se majorer, comme je vous l'ai déjà dit, et les QRS vont s'élargir, et donc l'élargissement des QRS, c'est un signe de remodelage électrophysiologique, d'atteinte cardiaque avancée. Et une particularité, il semble qu'il y ait plus de blocs de branche droit dans la maladie de Fabry que dans les autres formes de cardiomyopathie hypertrophique et notamment sarcomérique. Et c'est également ce que nous avions constaté dans une étude multicentrique française où on avait plus de blocs de branche droit, et en fait l'hypothèse c'est qu'il y a une infiltration, une atteinte du ventricule droit avec une hypertrophie du ventricule droit, et donc plus de troubles conductifs intraventriculaires droits. Dans cet article récent, eh bien, les auteurs ont précisé quels signes, ils ont corrélé les signes électriques au stade de l'atteinte cardiaque, avec comme signe électrique pour les stades précliniques avant l'apparition de l'hypertrophie, donc l'intervalle PQ court. Un signe qui a été décrit dans ce travail, c'est le ratio de l'onde T, où en fait on divise la durée du segment ascendant de l'onde T sur la durée du segment descendant, donc avec un ratio qui est plutôt court. Et puis plus la pathologie évolue, plus on va assister à un allongement de l'intervalle PQ, un allongement du ratio de l'onde T. Et après la phase hypertrophique, on va avoir donc l'allongement du PR, l'apparition d'un BAV1 et l'élargissement du QRS, en même temps que l'apparition des troubles de la repolarisation. Alors l'électrocardiogramme, il est utile pour évaluer le stade de l'atteinte cardiaque, mais il peut être utile aussi pour évaluer la réponse au traitement, et ça c'est un des tout premiers travaux après les premiers traitements par enzymothérapie, où chez ce patient, c'est un case report. Eh bien, les auteurs ont constaté une normalisation de l'intervalle PR après mise sous enzymothérapie, intervalle PR qui se normalisait en même temps que les biopsies myocardiques se nettoyaient. Donc, autre intérêt potentiel, ce qui a été rapporté, c'est d'évaluer la réponse au traitement. Et dans ce travail toujours de l'équipe de Namdar, eh bien, le fait d'avoir un électrocardiogramme anormal à l'initiation du traitement est en fait en faveur d'une pathologie, d'une maladie qui va continuer à progresser malgré la mise en route d'un traitement. Et ça rejoint ce qui a été dit en introduction, qu'il faut traiter très tôt ces patients avant qu'une atteinte cardiaque soit installée. Et enfin, le dernier intérêt de l'électrocardiogramme, c'est identifier une maladie de Fabry lorsqu'on fait un bilan d'HVG. Un premier algorithme a été proposé pour faire la différence entre maladie de Fabry et amylose. En cas d'HVG, il est proposé d'analyser l'intervalle QT. Si ce QT est inférieur à 440 millisecondes et que l'intervalle PQ est court, eh bien c'est en faveur d'une maladie de Fabry. Alors que si le QT est supérieur à 440 millisecondes avec un faible voltage, ce sera en faveur d'une amylose. Il y a un autre algorithme qui a été proposé plus récemment. Les signes électriques qu'il faut regarder devant une HVG à l'écho, eh c'est la présence, les voltages de QRS et la présence d'une onde Q en inférieur. Si les voltages sont élevés et s'il n'y a pas d'onde Q en inférieur, et que l'intervalle PR est analysable, eh bien, il y a un score qui est proposé, score qui est basé sur l'analyse de la durée de l'intervalle PR, durée du QRS, la présence ou non d'un bloc de branche droit que l'on retrouve dans cet algorithme, l'amplitude de l'onde R en AVL et la présence de troubles de la repolarisation en inférieur. Et si ce score est supérieur ou égal à 2, eh bien c'est en faveur d'une maladie de Fabry. Voilà, donc en conclusion, eh bien, les manifestations cardiaques sont très fréquentes dans la maladie de Fabry. Elles vont augmenter avec le vieillissement des patients et avec l'HVG.
Et l'électrocardiogramme est un outil intéressant, il permet d'évaluer le stade de la pathologie et il permet également de nous guider, de nous orienter vers le diagnostic de maladie de Fabry face à un bilan d'HVG. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Fabien pour cet exposé extrêmement clair. On a déjà une question qui est est-ce qu'il faut préconiser un dosage systématique de l'alpha-gal devant tout PR court? Alors non, plutôt non, puisqu'en fait... Alors peut-être devant tout PR court et une HVG? Ah oui, alors devant, ça dépend. S'il n'y a pas d'HVG... Je ne sais pas, peut-être qu'il faut moduler la réponse. C'est non, et devant, oui, HVG et PR court, oui, c'est sûr, c'est un signe d'appel, même si en fait le 15% qui avait été proposé par l'équipe de Namdar est plus important que ce qu'on retrouve, que ce qu'on avait retrouvé nous dans notre cohorte. Mais en tout cas, oui, c'est sûr, en cas d'HVG, intervalle PR court, il faut évoquer la maladie de Fabry, faire le dosage ou la recherche génétique. Même si en fait ça reste un signe qu'on retrouve dans d'autres causes d'HVG, sarcomérique, maladie mitochondriale. Et puis c'est dynamique en fait ces anomalies. Parce qu'on a un PR court tôt, s'il y en a un, et puis il disparaît avec l'évolution de la cardiopathie en fait. C'est ça qui est proposé, oui, c'est ce qui est proposé, même si on peut avoir une HVG importante et la persistance d'un PR court. Mais c'est vrai que globalement, d'après ce qui a été proposé dans les dernières études sur l'électro, ce signe est un signe précoce. C'était justement un peu pour compléter la question. Est-ce qu'il est habituel de retrouver un PR court chez quelqu'un qui a développé l'HVG? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les gens qui ont eu des électrocardiogrammes auparavant, pour X raisons, ils ont été décrits comme ayant un PR court. Et finalement, au moment où ils développent véritablement l'hypertrophie ventriculaire gauche et éventuellement les symptômes cardiaques, ce sera un peu la deuxième partie de ma question, c'est est-ce qu'il est habituel d'avoir d'avoir déjà des symptômes cardiaques au moment où on a encore le PR court? C'est-à-dire, est-ce que ce signe peut être utilisé de façon, j'allais dire, prospective et non pas uniquement rétrospective en prenant des vieux électros où on va voir un PR court? Oui, alors il peut persister même en cas d'HVG importante, donc ça c'est pas ce qui a été... c'est pas... ce signe peut ne pas disparaître, voilà. Et en fait il peut être associé à des manifestations cliniques. Voilà. Alors une autre question, devant une fibrillation atriale du sujet jeune, après élimination de toute étiologie fréquente, doit-on effectivement rechercher une maladie de Fabry, même en l'absence d'HVG? Donc FA du sujet jeune inexpliqué en quelque sorte, est-ce qu'il faut rechercher systématiquement une maladie de Fabry? Pareil un peu... Alors c'est... Bon, enfin il faut quand même... C'est quand même, ça serait un mode de présentation assez rare et exceptionnel. C'est vrai que c'est pas quand même un mode de présentation classique. Hein. Il y a quelques case reports où la présentation est rythmique, mais ça sera des arythmies ventriculaires, mais vraiment très très peu, en l'absence d'HVG. Et en fait, alors je ne vais pas du tout déborder sur les présentations qui vont venir, l'écho ou l'IRM. Je pense qu'il faut s'aider des autres modalités d'imagerie avant d'envisager de rechercher une maladie de Fabry juste sur la fibrillation auriculaire sans HVG. C'est vrai qu'on peut être amené, pour rester sur la fibrillation auriculaire, on sait maintenant qu'une fibrillation auriculaire très tôt, c'est souvent le signe d'une cardiopathie qui va venir dans le futur. Mais si j'ai bien compris ici, pour préciser un peu ce que vient de dire Albert et la réponse que vous avez apportée, c'est que dans le Fabry, c'est quand même plutôt, c'est de la fibrillation auriculaire relativement jeune, mais c'est plutôt 45-50 ans. Oui. C'est pas la FA de 25 ans, quoi. C'est ça, oui. Vraiment, dans la littérature, ça n'apparaît pas du tout. C'est pas du tout un mode de présentation, ça serait exceptionnel. Donc il faut plutôt documenter, s'aider des données de l'écho et de l'IRM avant de se lancer dans une recherche juste sur la fibrillation auriculaire. Et puis peut-être une dernière question sur les symptômes qui, sur la présentation, paraissent, on
va dire des symptômes bien banals de ce qu'on peut rencontrer chez nos patients pris en charge en cardiologie. Il n'y a vraiment rien de très spécial là-dedans et il n'y a pas de symptômes particuliers auxquels il faudrait prêter une attention particulière pour les diagnostics. Eh bien non, c'est vraiment les signes cliniques de la cardiologie. Ouais. Autant il y a les signes extracardiaques peuvent nous mettre sur la piste, les acroparesthésies, c'est vraiment très très évocateur. Autant en cardiologie, non, on va retomber sur la dyspnée et l'angor. Donc le message, ce serait peut-être vraiment d'essayer de retrouver des anciens électrocardiogrammes pour voir si on peut, chez quelqu'un qui aurait 45 ou 50 ans, retrouver un PR un peu court sur des vieux électrocardiogrammes qui avaient été faits avant. Quoi. Oui, les modifications, oui, ça c'est un bon message, parce que les modifications, l'électro, il va se modifier avec l'aggravation de la maladie, donc oui. Merci beaucoup. On va passer à la troisième présentation de cette session. Il y a déjà des questions qui ont été posées sur cette présentation, donc c'est dire à quel point elle intéresse évidemment les cardiologues. Ça va être l'échographie cardiaque, qui, c'est vrai, est forcément un examen fondamental pour la prise en charge de nos patients et pour le diagnostic dans ces pathologies. On a la chance d'avoir Gilbert Habib avec nous, de Marseille. Je crois que c'est pas trop la peine de le présenter, tout le monde le connaît. Et donc Gilbert, si tu veux bien nous dire quels sont pour toi les éléments les plus importants de l'échographie pour le diagnostic de cette pathologie. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. En effet, parmi les très nombreuses questions qui ont été posées par le public, il y en a une qui revient régulièrement, c'est est-ce qu'il y a des signes d'orientation et à l'échographie qui peuvent nous faire envisager le diagnostic de maladie de Fabry. On va essayer d'y répondre. Vous allez voir que ce n'est pas si facile que ça. Et avant de répondre vraiment à cette question, il faut d'abord, je voulais rappeler devant quel type de cardiomyopathie on pouvait se poser la question d'une maladie de Fabry. Tous les cardiologues font des échocardiographies. Dans quelle situation ils doivent envisager de se poser la question d'une maladie de Fabry. Alors, ce rappel d'ailleurs qui est mis à jour avec les dernières recommandations européennes sur les cardiomyopathies rappelle les différentes formes de cardiomyopathie, la cardiopathie dilatée, la toute nouvelle cardiopathie ventriculaire gauche non dilatée, les cardiopathies hypertrophiques restrictives et la maladie arythmogène du ventricule droit, eh bien, clairement, il y a deux situations principales, et vous verrez qu'il y en a surtout une dans laquelle on doit envisager le diagnostic de maladie de Fabry, c'est la cardiopathie hypertrophique et la cardiomyopathie de type restrictif. Ça rejoint d'ailleurs le Position Statement publié en 2008 qui, parmi les différentes catégories de cardiomyopathie, classait finalement la maladie de Fabry. Bon, le tableau est un petit peu difficile à voir, mais j'ai encadré la maladie de Fabry dans ces étiologies des cardiomyopathies. Vous voyez qu'encore une fois, c'était classé à la fois dans les cardiopathies hypertrophiques et dans les cardiomyopathies restrictives. Et je pense que la meilleure définition, finalement, est peut-être dans les toutes dernières Guidelines 2023, où, encore une fois, dans les cardiopathies restrictives, on retrouve la maladie de Fabry. Mais si on regarde tout en bas ce qui est écrit, en fait, ce sont des cardiomyopathies avec occasionnellement une composante restrictive, mais le plus souvent dans un contexte d'hypertrophie myocardique. On en a déjà parlé, l'hypertrophie, c'est quand même le mode de présentation le plus habituel de la maladie de Fabry. Alors quand vous allez voir une maladie de Fabry, enfin vous allez chercher une maladie de Fabry, vous allez commencer par faire un examen échographique et vous n'allez pas forcément vous poser immédiatement la question du diagnostic de maladie de Fabry, mais c'est plutôt l'orientation étiologique telle que nous devons la faire et nous la faisons régulièrement dans un laboratoire d'échocardiographie. On a un patient avec une cardiopathie hypertrophique et il faut essayer d'avoir une orientation vers telle ou telle étiologie. D'abord, il faut rappeler la définition d'une cardiopathie hypertrophique. On parle d'une épaisseur mesurée dans n'importe quelle partie du muscle cardiaque qui est supérieure à 15 mm pour les cas sporadiques et supérieure à 13 mm pour les formes familiales. Après, il est très important d'avoir une description anatomique et de la localisation de l'hypertrophie. À gauche de la diapositive, vous voyez comme est toujours, et j'y reviendrai, l'échographie et l'IRM un peu en parallèle, une forme très asymétrique qui va être évocatrice, même si ce n'est pas du 100% d'une cardiopathie hypertrophique sarcomérique, alors que à droite, eh bien, vous avez une
cardiopathie de type plutôt concentrique qui pourra faire évoquer une maladie de Fabry ou une autre étiologie. D'une façon plus générale, il est important d'avoir une description, encore une fois, anatomique, et il y a une relation qu'il peut y avoir entre l'anatomie et l'étiologie. Par exemple, bien décrire s'il s'agit, comme c'est montré à gauche, d'une cardiopathie à prédominance septale, à prédominance apicale, comme sur les examens qui sont présentés au milieu de la diapositive, ou encore une fois d'une cardiopathie hypertrophique plus diffuse. Et à ces cardiopathies, à ce type de cardiopathie, de description anatomique peut correspondre une orientation étiologique, mais pas forcément uniquement sur l'échographie, et on y reviendra assez souvent, et on en parlera cet après-midi, l'imagerie multimodalité qui va être très utile pour avoir une orientation étiologique plus précise. Par exemple, à gauche, devant une cardiopathie hypertrophique concentrique, bien entendu, l'IRM et la scintigraphie au technétium permettront d'avancer. Pour la maladie de Fabry, encore une fois, ça n'est pas forcément l'échographie toute seule qui va arriver au diagnostic, mais la combinaison de l'échographie, de l'électrocardiogramme et de l'IRM. Et à droite, vous avez un aspect particulier de cardiopathie hypertrophique concentrique pour laquelle on peut évoquer le diagnostic de cardiopathie mitochondriale. Ceci étant dit, une fois qu'on a vu tout ça, quels sont les éléments qui vont vraiment, et je vais répondre à la question qui m'a été posée, qui vont faire penser qu'il s'agit peut-être d'une maladie de Fabry? Eh bien écoutez, c'est difficile, il n'y a pas de signe très spécifique. L'hypertrophie ventriculaire gauche est bien sûr l'élément le plus important. Il peut y avoir une hypertrophie ventriculaire droite, ce n'est pas non plus un signe pathognomonique, mais l'association des deux peut faire évoquer ce diagnostic. Il peut y avoir également, ça peut attirer l'œil de l'échographiste, une dilatation de l'aorte ascendante, parfois une atteinte valvulaire, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Et enfin, on verra qu'à un stade précoce, il est très difficile parfois d'en faire le diagnostic. Quand est-ce qu'on pense devant une cardiopathie hypertrophique au diagnostic de maladie de Fabry? Eh bien, je dirais que ça ressemble à une cardiopathie d'un patient hypertendu, mais qui n'a pas d'hypertension artérielle. Voilà, c'est peut-être la façon la plus simple de présenter les choses. On a une cardiopathie hypertrophique plutôt concentrique, plutôt symétrique, classiquement sans obstruction, chez un patient qui en fait n'est pas hypertendu. Et c'est dans cette situation-là que nous, cardiologues, nous devons penser au diagnostic de maladie de Fabry. Alors, en principe, c'est symétrique, en principe, c'est non obstructif, mais en fait, ce n'est pas toujours aussi simple, et on va voir dans quelques exemples tout à l'heure qu'on peut avoir différents types de présentations échocardiographiques. Alors là, on a une très belle revue, je ne vais pas vous détailler cette diapositive qui est un petit peu compliquée, mais une très belle revue qui a été publiée dans le JAZZ en 2018, où on reprend tous les paramètres qu'on peut observer dans la maladie de Fabry: atteinte du ventricule gauche, atteinte du ventricule droit, aspect d'atteinte également des oreillettes, parfois des valves. Ce qu'il faut bien reconnaître, c'est qu'aucun des signes décrits ici n'est spécifique. On avait parlé à une époque, vous le voyez en deuxième sur la liste des atteintes ventriculaires gauche, d'un aspect binaire, c'est-à-dire un aspect un peu alternant le gris et le noir sur le septum interventriculaire, mais on s'est vite aperçu que ce n'est un signe qui n'était, comme cela est écrit sur cette diapositive, ni sensible ni spécifique. Un petit rappel physiopathologique pour comprendre aussi l'intérêt des autres techniques d'imagerie, comme par exemple le Doppler tissulaire ou le strain, c'est que, encore une fois, on a vu que l'élément qui pouvait attirer, c'était une hypertrophie concentrique non obstructive. Au début, la fonction systolique est normale, mais il faut savoir que le Doppler tissulaire et le strain, comme dans toute pathologie d'ailleurs, peuvent permettre, quand il y a une anomalie, de faire un diagnostic précoce de la dysfonction ventriculaire gauche, mais encore une fois, rien de très spécifique en faveur de la maladie de Fabry. Alors le mieux, pour bien montrer les différents aspects échographiques qui doivent vous faire penser à une maladie de Fabry, bien, je vais vous montrer quelques exemples. Vous aurez encore des cas cliniques durant l'après-midi.
vous voyez déjà un électrocardiogramme qui est très pathologique et peut-être évocateur. Et vous voyez l'aspect échographique qui est celui en haut à droite, et à l'IRM c'est la même chose, de cardiopathie hypertrophique apicale, qui n'est pas forcément classiquement décrit dans les cardiopathies de type Fabry, mais qui dans notre expérience est quand même observé de temps en temps chez ces patients qui ont une maladie de Fabry. Et là, en l'occurrence, c'était l'IRM qui nous avait orienté en montrant cette fibrose dans la paroi postérolatérale. Et encore une fois, ça veut dire que même devant une cardiopathie hypertrophique avec un aspect électrocardiographique et échographique très typique d'une CMH apicale, eh bien vous pouvez quand même vous poser la question d'une maladie de Fabry. Voici un deuxième exemple, un patient de 46 ans, bilan de routine chez un patient sportif, une histoire familiale qui avait peut-être attiré un petit peu. Bon, vous avez compris qu'il s'agit d'un variant cardiaque. Je vous le montre parce que ni l'échographie ni l'IRM n'étaient formels sur le diagnostic. On a vraiment une échographie où honnêtement on n'aurait pas évoquer directement l'idée d'une maladie de Fabry, et l'IRM aussi était très prudente dans ce cas-là en disant il y a une hypertrophie, ça fait un peu cardiopathie hypertrophique hypertensive, mais ça peut être une maladie de Fabry, ça peut être également autre chose. Tout ça pour dire que le diagnostic, particulièrement dans des cas comme celui-ci, est particulièrement difficile et il faut tenir compte du contexte clinique et d'autres examens pour faire le diagnostic. Un autre exemple de variant cardiaque, peut-être un peu plus typique que les précédents, si je me souviens bien, une forme familiale. Ce patient avait un frère porteur d'une cardiopathie hypertrophique et voici son aspect électrocardiographique et échographique, très pathologique au niveau de l'électrocardiogramme également, comme vous pouvez le voir, avec un aspect de bloc de branche droit incomplet, me semble-t-il, et des troubles de la repolarisation très importants. Là, on a une hypertrophie concentrique, ça va avec le diagnostic de Fabry. On a même, si vous voyez bien sur la première image échographique en haut au milieu, un aspect de fibrose au niveau de la paroi postérolatérale, un aspect hyperdense qui peut faire suspecter le diagnostic. Mais vous notez que chez ce patient, si vous avez un œil averti, qu'il y a eu un SAM, c'est-à-dire une obstruction tout à fait caractéristique. Ce patient présentait une cardiopathie hypertrophique obstructive et comme quoi on peut avoir une cardiopathie obstructive avec une authentique maladie de Fabry. Je veux dire par là que le fait qu'il y ait une obstruction n'élimine pas le diagnostic de maladie de Fabry. Voici un autre cas assez récent, un cas familial que nous avons eu, encore une fois, un aspect de cardiopathie hypertrophique tout à fait caractéristique d'une cardiopathie apicale avec une hypertrophie très importante au niveau de l'apex. Il s'agissait d'une patiente. Vous voyez que le strain est en bas à gauche est tout à fait caractéristique également d'une cardiopathie hypertrophique apicale avec des troubles de la cinétique en territoire apical. L'IRM montrait la même chose. Donc encore une fois, on a été frappé dans notre expérience de la présence, ça a été décrit dans la littérature, de cas de cardiopathie hypertrophique apicale qui peuvent faire évoquer le diagnostic. Et là, si j'arrive à revenir sur la diapositive précédente, c'est l'IRM, encore une fois, qui avait attiré un petit peu sur la maladie de Fabry en montrant que le T1 natif était un peu bas et qu'il y avait des signes de fibrose au niveau antéro-latéro-basal. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de signe complètement spécifique de la maladie de Fabry. On peut avoir différents aspects. Voici encore un autre aspect, et c'est presque mon dernier cas que je vais vous présenter. Je reviens également, c'est un cas qui était un petit peu original puisque le patient nous était adressé pour le bilan d'une insuffisance mitrale. Et vous voyez qu'on était frappé. La question c'était de savoir s'il fallait envisager chez ce patient un mitraclip ou un traitement chirurgical. Et vous voyez que on a été frappé, on voyait cette insuffisance mitrale qui était importante, de cet aspect un peu épaissi, un peu brillant du septum, et on a fait une analyse génétique chez ce patient à la recherche d'une cause éventuelle myocardique à cette insuffisance mitrale. Et finalement, voici l'échographie transœsophagienne de ce patient. Vous voyez que la mitrale était à droite complètement ouverte et on a un peu reculé devant le mitraclip et donc on est parti sur une intervention chirurgicale de remplacement valvulaire mitral parce que le patient présentait une insuffisance cardiaque sévère.
Et quelques jours avant, on reçoit les résultats, avant la chirurgie, on reçoit les résultats de la génétique qui nous disent ben, c'est une maladie de Fabry. Alors on en profite pour demander gentiment à nos amis chirurgiens de faire une biopsie myocardique, ce qui nous donne l'opportunité de voir une magnifique image de lésion de vacuolisation cytoplasmique de la maladie de Fabry. Et de façon intéressante, ce patient avait une valvulopathie mitrale, mais la valve mitrale n'était pas touchée et ne présentait pas d'atteinte vacuolaire. Enfin, tout dernier cas pour dire que tout ce que je vous montre, ce sont des cas plutôt évolués, bien entendu, mais est-ce qu'on peut faire un diagnostic très précoce? Là, c'est un patient qui est en fait le fils de la patiente que je vous ai montré il y a quelques minutes. C'était le cas numéro 4 qui présentait une très grosse hypertrophie apicale. Eh bien, le garçon, on le suit depuis, il est porteur de la mutation, son fils, et on le suit régulièrement. Et son échographie reste normale, son IRM reste normal. Et l'IRM, finalement, a donné des petits signes d'atteinte débutants. Donc, je ne vais pas empiéter sur la présentation IRM. Tout ça pour dire qu'à un stade précoce de la maladie, on peut avoir une échographie complètement normale et d'autres examens peuvent être nécessaires pour faire un diagnostic précoce. Un petit mot pour finir sur le PNDS 2021, qui quand même rappelle le rôle important de l'échocardiographie, à la fois pour le diagnostic. Il est très important, bien sûr, de faire une échographie bidimensionnelle au même titre qu'un électrocardiogramme pour le bilan diagnostique d'une maladie de Fabry et également pour le suivi des patients atteints d'une maladie de Fabry qui doivent avoir de façon régulière plusieurs examens et notamment une échographie transthoracique. Bref, mon message, c'est quoi? C'est que bien, il n'y a pas de signe spécifique à l'échographie, il y a une grande hétérogénéité phénotypique, il faut penser à un Fabry devant plusieurs éléments. Je dirais que le message quand même important, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche qui ne fait pas sa preuve, doit faire penser entre autres à une maladie de Fabry. L'écho est rarement seule suffisante pour faire le diagnostic et l'imagerie multimodalité permettra le plus souvent et sera le plus souvent nécessaire pour arriver à faire ce diagnostic. Et le dernier message, et je pense le plus important, c'est, comme on l'a déjà dit, c'est une maladie qui peut être grave, il faut la dépister l'écho, il faut la dépister tôt et l'échographie fait partie des examens qui permettent de diagnostiquer tôt la maladie. Et je termine juste en vous montrant la place qu'occupe la maladie de Fabry dans notre centre des cardiomyopathies à Marseille. J'ai comparé notre expérience en 2010 et maintenant en 2022. Vous voyez qu'en bas à gauche, à l'époque, au tout début, ça représentait 2% de notre recrutement, j'allais dire, et maintenant ça représente 5%. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une maladie qui reste rare, qu'on y pense un peu plus, mais qu'il faut encore, on a encore des progrès à faire pour faire le diagnostic de cette maladie, à y penser le plus souvent possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors il y a une question qui n'est pas inintéressante, en cas de variant cardiaque, donc une cardiopathie hypertrophique, est-ce que, en cas de cardiomyopathie hypertrophique, est-ce que l'alpha-galactosidase ABC est diagnostique? Est-ce que le lyso-Gb3 peut être diagnostique? Est-ce qu'il faut toujours aller à la génétique? Bon, je crois qu'on va avoir des réponses par des gens beaucoup plus spécialisés dans quelques minutes, mais d'une façon générale, maintenant, je dirais que les dosages du lyso-Gb3 et de l'alpha-galactosidase sont des examens importants et initiaux, mais que dans tous les cas, l'analyse génétique va finir par être nécessaire pour la confirmation diagnostique, bien entendu, particulièrement chez les femmes. Voilà, en fait, bon, chez l'homme, on peut dire, si on fait l'alpha-gal sérique et qu'elle est effondrée, le diagnostic est fait, mais on fait la génétique quand même, parce que pour faire l'enquête dans la famille, il faut bien avoir le gène qui est en cause. Absolument. Et le lyso-Gb3, il est beaucoup moins fait en routine en cardiologie quand même. Quand il est élevé, c'est un marqueur, mais ça peut être intéressant chez la femme. Mais voilà, mais l'alpha-gal A chez l'homme, elle est conseillée quand même lorsqu'on pense à un Fabry. Il y a une autre question, mais qui ne concerne pas, c'est est-ce que la réalisation d'une coronarographie est-elle inévitable devant un angor typique? Il y a plusieurs choses à dire là-dedans, mais il y a d'une part les atteintes coronaires des Fabry, Oui. et qui existent. Je dirais de mon côté que, bien entendu,
il faut faire une exploration des coronaires, que ce soit par coronarographie ou bien par un goroscanner chez ces patients, à partir du moment où il y a de l'angor. Hein, la clinique reste bien sûr prédominante, mais je dirais qu'on est quand même frappé, je ne sais pas si c'est votre expérience également, par des patients qui ont vraiment des précardialgies, mais des coronaires normales. Et il y a vraiment, je pense, de temps en temps, des troubles de la microcirculation qui expliquent des précardialgies, alors même, pas forcément liées d'ailleurs à l'hypertrophie myocardique très importante, mais qui sont assez caractéristiques, je trouve. On a plusieurs patients qui ont des maladies de Fabry et qui se plaignent d'un angor assez fréquent et qui pour autant n'ont pas de lésions coronaires anatomiques. Alors, peut-être que dans cette dimension-là, effectivement, leur capacité à faire un effort, leur seuil douloureux peut-être peut jouer dans ces manifestations. Je pense que c'est des choses qui sont à prendre en compte chez ces patients. On a des patients parfois qui ont beaucoup d'exploration cardiaque et finalement ne trouvent pas d'anomalie particulière. Ils restent avec des symptômes douloureux et des manifestations comme ça, et puis des capacités à l'effort qui sont vraiment très très réduites. Donc je pense que c'est une dimension très importante à prendre en compte dans la maladie de Fabry. Peut-être une dernière question, parce que dans ce que tu nous as dit, il y a un élément qui ressort, c'est que finalement, ce qui, en échographie, pousse le plus au diagnostic, c'est une ICO d'hypertendu chez un patient qui ne l'est pas. Dans ton expérience, dans ces situations-là, on peut te demander un pourcentage ou qui va t'amener, le nombre de cas où finalement tu vas faire un diagnostic de Fabry, ça va être quoi ? La réponse, on l'a un petit peu dans les études, notamment l'étude d'Albert qui a été déjà présentée. Hein, quand on a devant une population de cardiopathie hypertrophique, globalement, sans orientation étiologique particulière, et donc parmi eux des patients qui ont une cardiopathie hypertrophique évocatrice d'une hypertension artérielle, la maladie de Fabry est quand même rare, et ça représente à peu près 1%, 1 à 2% des patients qui se présentent avec un diagnostic échographique de cardiopathie hypertrophique inexpliquée. On a eu la même expérience, nous on avait fait à Marseille une étude sur un grand nombre de patients porteurs d'une cardiopathie hypertrophique, et pareil on avait retrouvé un très faible nombre, de l'ordre de 1 à 2%, c'est pas nul, mais ça représente je pense la vraie réalité. Je dirais que, Albert tu nous diras ce que tu en penses, mais je pense que le chiffre de 2% tout venant dans une population de cardiopathie hypertrophique qui n'a pas d'orientation spécifique. Je pense que ce chiffre, tu as raison, il augmente en fait. Mais il augmente. Il augmente. On s'aperçoit d'ailleurs je montrais tout à l'heure, dans les gros centres de référence, en fait ce chiffre augmente parce que d'abord ils ont de plus en plus de gens un peu compliqués qui arrivent, ouais. et qu'on est parti de très bas, en dessous de 1%, et que ça augmente progressivement. Oui, tu as vu, on est arrivé à 5% absolument. Dans notre dernière analyse. Ce 5%, c'est peut-être plus proche de la réalité. De la réalité dans les gros centres recruteurs. Donc quand on y pense, c'est sûr. Il y avait une dernière question, et on va laisser peut-être l'antenne pour passer à la session suivante. HVG modéré qui ressemble à une HVG HTA, il faut penser au Fabry, c'est ce que tu viens de dire. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres étiologies auxquelles il faut penser? C'est la question. Devant une HVG, HVG modéré. Bien sûr, et ça c'est un autre message très important, c'est-à-dire quand on reçoit un patient comme ça, on ne cherche pas un Fabry, on cherche une cause éventuellement curable à une cardiopathie hypertrophique. Et donc là, il faut avoir tous les éléments cliniques, paracliniques, d'imagerie pour faire le diagnostic étiologique. On va chercher une maladie de Fabry, mais on va aussi chercher une amylose qui parfois peut avoir une présentation atypique. On va chercher une cardiopathie mitochondriale et on va chercher aussi parfois une cardiopathie sarcomérique, bien entendu. Merci beaucoup à vous. On passe à la deuxième session, un jingle d'1 minute et à tout de suite.